De la toile de jute à la salle de jazz, dans quelques minutes, on vous explique comment une ancienne friche industrielle fait aujourd'hui résonner les musiques actuelles. Ce sera dans notre focus. Et puis, à la fin de cette émission, coup de cœur, lecture, on s'embarquera dans un rêve un peu fou. Ça, c'est pour le sommaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faubourg 93. Et pour démarrer ce numéro, des bougies dans une salle obscure, pas comme les autres. Installé à Montreuil, le Méliès rayonne bien au-delà du 93. Avec ses 6 salles, c'est le plus grand cinéma public d'Europe. De l'expérimental au blockbuster, le lieu se veut ouvert mais exigeant. De nombreuses rencontres et débats y sont organisés régulièrement. Le Méliès s'est même imposé comme un passage obligé pour les réalisateurs, un succès qui dure. D'ailleurs, sous la houlette de son directeur artistique, le cinéma est aujourd'hui un jeune cinquantenaire. L'occasion de revenir sur 50 ans d'une vie pas toujours tranquille. Interview. « 50 ans, ça représente d'abord j'allais dire une ambition de politique culturelle. Voilà, parce que l'histoire du lieu, c'est quand même que c'est un privé qui le fonde, qui deviendra le PDG du GC en 71, et puis qui ensuite ne sait pas bien quoi en faire, parce qu'il n'arrive pas à trouver l'identité de la salle, que la sociologie de Montreuil et de la Seine-Saint-Denis en général lui paraissent trop hostiles, et qui du coup se dit ça ne marchera jamais, autant le refiler à la ville pour un franc symbolique. Et donc en 87, la ville en hérite, sans trop savoir non plus au début quoi faire, si le privé a échoué, est-ce que le public peut y arriver, etc. Et puis il décide de créer une association et de confier la direction et la programmation à une association, l'association montreuilloise du cinéma, qui va faire un travail d'émergence du lieu, qui va le constituer en lieu art et essai, qui va faire des choix assez clairs de programmation pour faire en sorte que ce soit à la fois ouvert mais exigeant. Et nous, on va venir dans la continuité en réalité de ce choix-là, de ces choix de programmation-là. L'histoire du Méliès a été caractérisée par des séries de conflits. Il y en a eu une juste avant que j'arrive, au moment de la remunicipalisation du Méliès, en 2001. Moi, je suis arrivé en 2002. Mais en fait, en réalité, c'est le cinéma le plus politique de France, sans doute par cette histoire de conflits successifs. Et donc, ça a créé aussi des cercles de solidarité qui sont, entre autres, à l'origine de la constitution de Rancaro-Méliès, l'association de spectateurs, qui est devenue la plus grosse association de Montreuil avec plus de 350 membres. Tout ça crée une familiarité et une sorte d'esprit de famille dans le rapport à la fois à l'équipe, mais aussi entre l'équipe et les spectateurs. Et en même temps, évidemment, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que voilà, les personnes qui avaient été évincées par Dominique Voynet ont été réintégrées sur une espèce de pari politique en même temps, puisque la justice ne s'était pas encore prononcée, elle nous a totalement donné raison. Et du coup, ça a créé les conditions d'un élan de réussite du nouveau Méliès, qui était loin d'être gagné, puisque le projet même de construction a été très très longtemps empêché, y compris par des recours de nos rivaux privés qui étaient UGC et MK2. Ça, c'est une des réussites du nouveau lieu, en fait. C'est que quand on a annoncé qu'on allait changer d'espace et qu'on allait s'agrandir, il y a beaucoup de spectateurs un peu âgés qui nous disaient « mais vous allez perdre votre âme, un cinéma comme celui-là ne peut exister que dans une petite configuration. Faire 6 salles au lieu de 3, c'est un peu mégalo. Est-ce que vraiment ça a du sens ?» Et vraiment, quasiment tous nous disent c'est incroyable à quel point c'est réussi parce qu'en fait, on est mieux là qu'on était avant. Il était au sous-sol du centre commercial de la Croix-de-Chavaux, donc totalement invisible de l'extérieur. Donc déjà, quand on voyait les chiffres de fréquentation à la Croix-de-Chavaux, tout le monde se disait mais c'est pas possible. Enfin, comment ce cinéma peut fonctionner alors qu'il y a autant de signaux qui disent qu'il ne doit pas et ne peut pas fonctionner, entre autres à cause de cette invisibilité-là. Depuis qu'on est place de la mairie, il y a une visibilité beaucoup plus forte, il y a un pôle culturel qui s'est constitué avec le nouveau théâtre de Montreuil et avec la bibliothèque qui est en face, mais aussi avec la maison populaire qui est pas loin. On a fait une année exceptionnelle en 2019, qui était une espèce de sommet de la croissance depuis l'ouverture de ce nouveau lieu. On faisait autour de 180 000 entrées quand on était à la Croix-de-Chavaux dans 3 salles. On est passé à 370 000 dans les 6 salles du centre de Montreuil. Donc c'était prodigieux en réalité comme résultat à l'échelle des autres salles à essai. Et évidemment, le Covid nous a mis une claque comme à tous. On est reparti sur une vraie dynamique forte de croissance. La solution, elle est dans le rapport au lieu, elle est dans l'esprit du lieu, pour faire en sorte qu'un cinéma ne soit pas seulement un lieu de consommation des films, où on n'est pas accueilli, où on ressort par la porte de derrière, où il ne se passe rien,
mais d'essayer de faire en sorte d'être un vrai lieu d'accueil et d'échange. Donc ça passe par la convivialité de l'équipe d'accueil, de la caisse et des contrôleurs, ça passe par l'espace de vie qui est l'espace du café, ou l'espace de repos et de travail qui est l'espace de la bibliothèque avec le partenariat avec Booklib. Ça passe par le fait qu'il y ait des vraies rencontres avec des échanges entre spectateurs et entre les équipes, les spectateurs et les réalisateurs. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'il y a un autre esprit que simplement celui d'un grand multiplex. Et c'est aussi, je pense, pour cet esprit-là que les gens le fréquentent, pour ça et pour une autre raison qu'il faut affirmer, qui est que les tarifs sont bas, vraiment. On est entre 3,50 € et 6 €, grâce au soutien de la collectivité publique, donc Est Ensemble. Et voilà, sans ce soutien financier-là, évidemment, on ne pourrait pas se permettre d'avoir des tarifs aussi bas et du coup d'avoir des ambitions aussi fortes, notamment sur la question de la pédagogie du cinéma et de l'accès des plus jeunes et des publics éloignés du cinéma à notre salle. Et cette pédagogie du cinéma, elle passe par de nombreuses rencontres avec des réalisateurs ou des stars de cinéma. On a aperçu tout à l'heure Catherine Deneuve. Et forcément, en 50 ans d'existence, il y a des moments marquants, un en particulier. Il est indépassable. Et je ne peux même pas en parler sans émotion, en fait. Ce moment, c'est quand, dans le cadre d'un festival désormais défunt qui s'appelait Paris Cinéma, on a posé comme exigence de participation à un moment de pouvoir avoir accès aux invités principaux. Voilà. Et donc, on a eu Wes Anderson, par exemple, comme ça, pour la première fois. Et on a aussi demandé à avoir Jeanne Moreau. Voilà. Et Jeanne Moreau, l'idée, c'était de passer 15 à 20 films dans lesquels elle avait joué. Et elle est venue, et du coup on s'est dit qu'on allait lui réserver une petite surprise, et cette petite surprise, c'est qu'on a retrouvé le Scopitone de J'ai la mémoire qui flanche, et on avait distribué les paroles de la chanson à tous les spectateurs. Donc il y avait 260 spectateurs dans la grande salle de l'ancien Méliès, et quand elle est rentrée dans la salle, on a lancé le Scopitone, les gens se sont mis à chanter pendant qu'elle descendait vers la scène, et elle s'est postée devant l'écran de cinéma, et elle s'est mise à continuer sa chanson. Voilà. Et donc voir Jeanne Moreau en train de chanter sans texte « J'ai la mémoire qui flanche » devant son image des années 50-60, en chœur avec les spectateurs du Méliès, ça reste un moment juste magique, quoi. Voilà. Donc c'est quand même un des moments, et par ailleurs l'échange avec elle avait été formidable. Elle nous a rappelé après pour essayer de revoir certains de ses films, dont l'un qu'elle n'avait jamais vu, parce qu'elle avait tourné au Brésil et qu'elle n'avait jamais eu accès à cette copie. Enfin voilà, ça fait partie de ces moments comme ça très privilégiés de rencontre avec, en l'occurrence, une immense actrice. Faubourg 93, ça continue. Dans quelques instants, place à notre coup de cœur lecture à la librairie Zeugma de Montreuil. Mais tout de suite, on s'intéresse à un haut lieu de la culture en Seine-Saint-Denis. C'est notre focus, direction Pantin. Voici 3 choses à savoir sur la Dynamo, située en plein cœur du quartier des 4 Chemins. Installée dans une ancienne fabrique de sacs de toile de jute, la Dynamo est depuis 2006 un lieu de fabrique musicale. Sa salle de concert est la première construite en France pour le jazz et les musiques improvisées. Géré par l'association Banlieue Bleue, le lieu propose tout un tas d'actions musicales en direction des jeunes, notamment avec ses 3 studios de répétition. La Dynamo accueille aussi des résidences de musiciens. Enfin, chaque année, au printemps, la salle de concert de la Dynamo met toutes ses qualités acoustiques au service d'un festival, le festival Banlieue Bleue, évidemment, créé en 1984 et qui se déroule dans plusieurs villes du département. Yeah. Ici on y naît, on y meurt et on ferme sa gueule et mieux vaut pas y penser. Ici, on pense le moins possible, penser c'est se faire mal. On termine avec notre coup de cœur lecture. On prend la direction de la librairie Zeugma à Montreuil. Je vais vous présenter La déflagration des buissons aux éditions Fleu-Belot. Julie Chapala qui nous fait ici une BD autour d'un homme qui se réveille un matin, qui n'a plus aucun souvenir de qui il est et qui va essayer de reconstruire sa vie au fur et à mesure. Et il se rend compte que toute la ville est endormie et que plus personne ne sait qui il est ni où il va.
Et à travers ce rêve-là, il va essayer de recomprendre et remettre des bouts à sa vie. Il va passer par une forêt remplie de féministes qui essayent désespérément de ne jamais s'endormir. On va se retrouver dans une rêverie complètement dingue avec une possession de la nature et un trip qu'on pourrait qualifier clairement de sous-acide. C'est absolument génial. Un rêve pas vraiment bleu, des banlieues qui elles le sont complètement et un cinéma qui en a vu de toutes les couleurs. Faubourg 93, c'est tout pour cette semaine. On vous dit à la prochaine. Salut!